15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. C'est un bonheur de vous avoir en face de moi. Je suis venue vous voir, je vous le disais en off il y a quelques jours, pour voir et apprécier votre spectacle qui s'intitule Adieu c'est sûr à la Comédie des Champs-Élysées. C'était un grand moment, on va en parler bien évidemment, puisque c'est votre départ. On va voir aussi si c'est votre départ. Mais d'abord, Patrick Timsit, puisque vous êtes là, à votre avis, la fin du monde, c'est pour quand ? Voilà, vous commencez bien, c'est absolument pour ça. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'arrête, ou on en parlait même encore dans les couloirs, là, juste avant d'attaquer l'émission, de demander aux artistes leur avis sur tout. Et je me dis, voilà, quand je reprenais, quand il fallait reprendre, parce que j'ai fait le rond-point, comme vous l'avez dit, puis moi je pensais arrêter, on est bien d'accord, le one-man show, hein, c'est le stand-up que j'arrête, ça me permet de faire le reste, justement. On me disait toujours, mais alors, ça va y aller avec vous, ça va y aller avec vous. Et il y en a de l'actualité, mais quand on regarde l'actualité, je me dis, c'est quoi le bombardement des hôpitaux, le massacre d'enfants? Non, j'ai pas trouvé de vanne, désolé. Et voilà. Et la fin du monde aussi, c'est tout d'un coup, on vous dit là devant des gens qui sont des spécialistes, et on demande à l'humoriste, alors, vous avez un ministre de l'écologie de l'environnement, un professeur au Collège de France, et on demande à l'humoriste, alors, à votre avis, la fin du monde, c'est pour quand? Et vous devez répondre, et il faut répondre quelque chose de drôle sur on va tous mourir, c'est bientôt la fin du monde. Et vous le dites dans votre spectacle d'ailleurs, vous dites ne riez pas, vous allez tous mourir, ce qui est très hilarant. Alors, on va parler bien sûr du spectacle assez longuement, mais dans cette émission, Patrick Timsit, on a une habitude, c'est parler de votre actualité, mais aussi d'abord de qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et si vous le voulez bien, on commence par le début. Oui, avec plaisir. Le début, toujours le début. Patrick Timsit, ou devrais-je dire Patrick Simon Timsit. Vous êtes né à Alger le 15 juillet 1959 dans une famille juive, de parents juifs, d'origine berbère. Et comme c'est le cas pour beaucoup, votre famille s'installe à Paris en 61 en raison de la guerre d'Algérie. Vous avez 2 ans. Et dans votre cas, si la légende dit vrai, Patrick Timsit, ce choix de départ est motivé d'abord par une grande frayeur. Oui, il y a une. Alors, j'attendais d'écouter le chant. Je vous écoutais, c'était très difficile parce que on a envie de danser. Le morceau qui est derrière, Yaraya. Et je ne sais pas si c'est El Gusto ou si c'est la version de Rachita. C'est celle de Rachita. Et Rachita, c'est quelqu'un qui fréquentait le même endroit que moi au Maroc. Maintenant, je vais à Tanger, beaucoup à Tanger, dans une petite maison d'hôtes qui s'appelle le Darnour, et où il allait fréquemment. Voilà. Et c'est marrant, j'ai rencontré Kali hier dans une autre émission, et il parle aussi de cet endroit magique qui est le Darnour. Kali qu'on aura bientôt comme invité aussi. Voilà, alors c'est très émouvant, vous lui parlerez du Darnour. Avec plaisir. Et vous lui passerez le bonjour de moi. Je lui passerai cet extrait vanné surtout. D'ailleurs quand il était dans la salle, comme quoi vous voyez, on peut vanner aussi des gens qu'on aime. Et quand je dis aussi, j'en ai marre qu'on pense que Timsit est méchant, c'est aussi une des bonnes raisons d'arrêter le one-man show. Pour en revenir à votre question, oui, c'était une bombe dans la caserne qui était en face de chez mes parents, et toute la baie vitrée avait sauté, explosé. Moi, j'étais à moitié à côté du lit, et on a eu 1 heure pour faire nos valises. Et j'ai été élevé dans une telle ambiance joyeuse, je dirais justement. Je fais pas partie des pieds noirs qui sont partis une main devant, une main derrière, et puis on a tout perdu. Et puis non, mes parents, oui, ils sont partis en 1 heure, et ils m'ont toujours montré à quel point ils étaient heureux en France. Je jouais sur le trottoir parce que ma mère ne voulait plus que je joue au square, parce qu'elle voulait m'avoir sous les yeux. La boutique était mon terrain de jeu, était notre habitation. Il y avait beau avoir un matelas sur la vitrine en cas d'explosion, et je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, en voyant ces images d'Ukrainiens et ceux d'avant aussi, à chaque fois, je me rends compte de cette
de cette violence de l'exode et de devoir et préparer, et le peuple juif est bien placé pour en parler, pour mettre quelques affaires dans une valise et dégager, quoi, et refaire sa vie. Donc il y a deux façons de le vivre, c'est-à-dire dans la tristesse profonde, la blessure, l'amertume, et malheureusement je pense que tous ceux qui ont fait partie dans ma famille de ces gens-là ont eu une vie raccourcie. C'est tellement de blessures, tellement qu'on s'en pourrit la vie, quoi. Et moi, j'ai été élevé par des parents, justement, extrêmement ouverts. Mon père a vendu sa petite maroquinerie à un Algérien musulman qui l'a payé jusqu'au dernier centime. Ma mère, après, avait une maroquinerie à Barbès, Château Rouge, rue Poulet, et c'était l'ouverture d'esprit. À 10 ans, elle me disait « N'aie pas peur, mon chéri, cet homme est une femme ». Donc, vous voyez, le genre, ça faisait un moment qu'on l'avait dans la famille Timsit, et ma sœur en est une grande représentatrice aujourd'hui puisqu'elle est présidente de tribunal. Elle a travaillé longtemps aussi avec Marie-Georges Buffet en attaché parlementaire. Je suis très fier de ma petite sœur. Je vois ça, moi, franchement, qu'on parle pas de ma promo, c'est pas grave. Ça se passe très bien. On va parler de tout, non, mais vous vraiment. pas. Ah non, je suis pas inquiet. Je suis ravi de parler d'autre chose. C'est ce que justement, je voulais vous dire. Eh bien, ça me fait plaisir. C'est un bon moment. On voilà. est ravis de vous découvrir. On est parti. Moi, j'ai suivi mes parents. Forcément, à 2 ans, on est un petit peu contraint. Hein. Ces gens-là vous laissent pas le choix. Vous avez été forcé. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre judéité, Patrick Timsit? Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de déclarations, justement, figure de proue de la communauté juive quand vous avez démarré. Peut-être, vous allez nous le dire. Quel lien vous avez en tout cas avec tout ça aujourd'hui? J'ai le lien de l'être. C'est-à-dire, et plus on m'empêchera de l'être, ou si jamais il y a un écart dans une conversation, même quelques petites phrases comme ça qui se glissent mine de rien, alors je vais l'être d'autant plus. En tout cas, je vais le faire savoir. Maintenant, je ne suis pas un revendicateur, je ne suis pas quand je vous dis communautaire, c'est-à-dire que je ne rattache pas tout, même le livre de ma mère, d'Albert Cohen, quand j'ai travaillé avec Dominique Pitoisé, je voulais absolument qu'on rende ce discours universel, qu'on rende ce code de la mère juive comme un accord entre une mère et un enfant et un fils. Et on est bien obligé, pardon, mais le rapport de la mère et du fils, c'est vraiment le sujet du livre et de cette histoire que je vis avec ce livre depuis des années et des années et des années, et ce n'est pas terminé. Ça, c'était un petit teasing, Patrick Timsit. Voilà, petit teasing. Et c'est vrai que je suis juif, on le sait, et je le dis dans mon spectacle, et c'est pas le premier spectacle où je le dis, et je veux que ce soit pris comme une évidence, comme une ouverture, et justement non pas comme une revendication, comme si c'était pour embêter ou pour vouloir combattre quelque chose. Je ne combats que ce qui m'agresse ou ce qui m'oppresse. Patrick Timsit, vous avez parlé de votre maman dans votre spectacle. On va l'évoquer une petite seconde avant de procéder à la suite de votre parcours. Votre fils est Simon, vous en réalité, et vous parlez un peu comme un père juif ou comme une mère qui pourrait vous parler. D'ailleurs, vous venez de faire un petit parallèle puisque je sais que le livre de ma mère a été très important pour vous puisqu'en 2017, vous jouiez sur scène. Est-ce que c'est un petit peu pour lui rendre hommage encore une fois ? Mais ma mère, oui, on avait des rapports extrêmement différents entre un père et une mère. Mon père, c'était sa fierté cachée, beaucoup de pudeur, une éducation où justement cette Afrique du Nord, chez cet homme qui était là comme ça, qui parlait très très fort, qui me faisait, moi quand j'étais ado, j'en avais honte, moi de cet homme qui était très, il se bagarrait parce que les Français ils insultent pour un oui, pour un non, lui il comprenait pas, il venait d'Algérie, donc il se bagarrait et vraiment je sentais évidemment qu'il avait une immense fierté et extrêmement peur aussi pour moi, qui lui tout d'un coup le paralysait dans sa volonté d'encouragement, je dirais. Pourquoi
Pourquoi ? Et puis parce que tout d'un coup, il était effrayé. Il venait d'Algérie ou d'un milieu extrêmement modeste. J'étais dans l'immobilier, ça marchait bien. Et tout d'un coup, vous arrêtez tout du jour au lendemain. Effrayé par vos choix. Voilà, effrayé par mes choix et de fermer cette agence immobilière et de me lancer dans le théâtre. C'était terrible pour lui. Alors que ce rapport avec la mère, finalement, c'est aussi... elle m'a toujours accompagné dans mes choix. Dans vos choix. Et c'est un hommage aussi bien dans le livre de ma mère et de son vivant. Et je voulais qu'elle soit là et dans la salle à écouter de son vivant cet homme qui pleure sa mère. Patrick Timsit, votre parcours scolaire avant l'agence immobilière, on a cherché à vous faire redoubler votre première et vous avez jeté l'éponge un peu avant. Et d'ailleurs très fort, vous avez obtenu votre baccalauréat D. Quoi, bio, SVT aujourd'hui, c'est l'équivalent de ça ? Oui, c'est ça. C'est à peu près scientifique, quoi. C'était les matières que j'adorais. Moi, au début, j'étais fait pour être chirurgien. Et puis, en fait, fallait être comme tous les enfants juifs. Maths. Voilà, exactement. mais ça se serait bien passé. Mais ce bac en candidat libre, je le passais à 16 ans et demi. Et je me suis confié à cette prof qui me faisait passer l'oral de maths et qui me disait, mais pourquoi vous êtes si jeune et pourquoi vous passez un bac? J'ai toujours eu un problème avec l'autorité, j'ai toujours eu un problème, j'ai fait 6 lycées de la 6e à la terminale. Je suis pas anti-système, mais je suis pas complètement... dans les clous. Vous gardez finalement depuis toujours, Patrick Timsit a un côté rebelle, peut-être, une liberté d'être, de vous exprimer sans cette hiérarchie. Oui. C'est pour ça que se battre pour sa liberté, oui, ça serait ma seule rébellion. Sinon, je ne suis pas systématiquement rebelle. Il y a des choses qu'il a fallu que j'accepte. J'adore cette phrase de Marc Aurèle, la force de changer ce qu'on peut changer, le courage d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, la sagesse de faire la différence entre les deux. Je serais plus un peu comme ça en ce moment pour accorder plus de temps aux gens qui m'aiment et que j'aime. Et qui vous le rendent. On va en parler dans un instant. Vous finissez alors diplômé d'un master en commerce international. Vous devenez agent immobilier. Alors ça, c'est Wikipédia. Si vous continuez Wikipédia, je crois qu'il y a encore du... il y a encore du mensonge là-dedans. De quoi ? De cerf-volant, je crois. J'étais champion du monde de cerf-volant. C'est vrai que les infos s'inspirent un petit peu de partout. Alors justement, c'est l'occasion de réviser le tir. Je ne sais pas comment on rectifie ce Wikipédia. Eh bien, c'est pas vous qui pouvez le modifier. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le Wikipédia, c'est justement, les gens sauraient faire à Wikipédia, mais c'est que vous transformiez l'essai. Alors, vous n'avez pas eu de master en commerce international, mais vous êtes devenu agent immobilier à Barbès, une ville que vous connaissez bien. Comment vous êtes devenu agent immobilier, Patrick Je suis devenu agent immobilier parce que j'ai passé 2 heures à Assas. Je savais pas quoi faire de mon bac et quand j'ai été aux toilettes et que j'ai vu les petites inscriptions sur les murs, les petites croix gammées, les petits messages un peu ciblés, je me suis dit non, je vais pas passer des années là-dedans, ni même des mois, ni des semaines. Là, effectivement, c'est absolument révoltant, gerbant. Et j'ai déboulé. Mon père avait une petite agence immobilière très atypique, très rigolote dans le 18e. J'ai été le voir, j'ai dit je vais tenter ma chance. Et puis après 2 ans, je me rendais compte que j'étais fait pour ça puisque je faisais de bonnes affaires, mais ça me plaisait pas. C'était vraiment entre la spéculation d'un côté, entre les achats et la vente, et la location, donc la ségrégation de ce côté-là aussi. Je suis pas le bon samaritain, je suis pas le chevalier blanc, mais je pouvais pas, c'était pas moi. C'était pas vous, ça ne vous suffisait pas, et alors vous êtes attiré par le théâtre. À ce moment-là, vous suivez des cours du soir, vous écrivez même une pièce avant de vous lancer dans le one-man show avec Les femmes et les enfants à mort. C'est en 83. Vous jouez au Festival d'Avignon. On entend une petite chanson. Je crois que c'est votre première scène, votre première interview à la télévision où vous chantez Relax. Ouais. Qu'est-ce que c'était Relax ? D'abord, c'était un titre de spectacle. C'était produit par Claude Confortès. C'est lui qui m'avait fait faire vraiment ma première apparition aussi au cinéma dans un film qui s'appelait Paulette, écrit par Wolinski. Se regretter Wolinski aussi. Et voilà, des gens extrêmement importants. Mon ami Nicolas Herrera qui fait une grande carrière. Vous pourriez le recevoir un jour parce que c'est des gens de l'ombre. C'est juste un compositeur qui est multi-récompensé, que ce soit dans les films hongkongais, chinois, américains, français. Et voilà, et c'était
C'était ce premier spectacle, oui, que je faisais dans le 20e, complètement paumé. Et vous n'avez jamais arrêté, Patrick Timsit, jusqu'à maintenant. Certains disaient déjà de vous, à l'époque, que vous étiez le plus fameux des comiques dangereux, entre guillemets, des humoristes qui rayent le vert, toute génération confondue, à l'instar à l'époque de Coluche, Pierre Desproges ou Lenny Bruce. Est-ce que vous trouvez que ça vous allait bien, ça, ou finalement, pas du tout? Non, mais alors, les références me vont, vous vous rendez compte, c'est énorme. Comment je pourrais ne pas être honoré, pas flatté, honoré. Moi, je pense que chacun est unique. Voilà, oui. C'est vrai qu'après, bizarrement, si vous me demandez qui m'a réellement fait faire ce pas, il y en a eu deux. Il y a eu un premier qui est Rézère. Quand j'ai vu vraiment ce qu'il faisait, c'était hallucinant. Je me disais, mais si des gens voient de la tendresse derrière ce personnage de gros dégueulasse, eh bien, j'ai quelque chose à dire. Ce regard qu'il avait, c'est incisif, intelligent et déjà l'écologie. C'était relisons Rézère, on voit à quel point il est déjà on va en parler dans cette émission. Les femmes aussi sur le traitement des femmes, je dirais, voilà. Et le deuxième, c'est Manu Katché, que je croise un jour dans une pizzeria et à qui je dis, mais ça te paraîtrait mytho si je te disais que j'aurais envie d'arrêter l'immobilier pour faire ce métier. Il m'a juste regardé en mangeant sa pizza. Il allait dans un studio de musique à côté. On s'était croisé à un mariage, vous voyez, une semaine avant. Il me dit, mais pas du tout, ça me choquerait pas. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu tentes pas? Ah ouais, t'as raison, je vais le tenter. À la fin du repas, voilà, j'avais un bon argument. Et pourquoi tu le ferais pas? Eh bien parce qu'on me l'a dit, on me l'a conseillé. En parallèle de tout ça, de vos débuts sur la scène, Patrick Timsit, un peu de télévision, vous devenez réalisateur, puis vous jouez avec Gérard Jugnot, pour Colline Serrault, Alain Corneau, Francis Weber ou encore Alain Chabat. Au total, près de 50 films dans votre carrière. Quel est votre meilleur souvenir de cinéma ? Alors, j'ai été gâté. Oui. J'ai été extrêmement gâté. Je peux pas vous dire quel est le meilleur souvenir. Moi, j'ai un souvenir que j'ai envie de partager avec vous. On va écouter cet extrait. Dites-moi. C'est épouvantable, il a violé ma fille. N'exagère pas, Marie, il l'a pas violée. Oh. Je sais pas ce qu'il a fait à ma fille, mais en tout cas, il a niqué mes poissons. Tu te rends compte si sa fille est enceinte? Ah bah, tu seras grand-mère. Oh, mais t'es devenu fou. Ouais, les années se marient très jeunes. Alors, je voulais vous faire écouter cet extrait. C'est une anecdote un peu personnelle. J'étais toute petite, j'ai sorti cette réplique à mes parents et je me suis fait gronder. Alors, vous avoir en face de moi, c'était obligatoire. Un Indien dans la ville, un film qui vous a fait, qui vous a propulsé évidemment. Mais votre meilleur souvenir à vous, Patrick Timsit, bien que vous ayez été gâté. Mais le meilleur souvenir, franchement, j'ai du mal à m'observer. Je me regarde pas vivre des souvenirs. J'en ai, que ce soit cette scène ou si vous me parlez d'un Indien dans la ville, je vais vous parler de tous ces moments où je les rejoignais l'après-midi pour participer même à l'écriture, simplement s'amuser. Je sais plus qui me demandait le budget d'un Indien dans la ville. C'est un tout petit film, en fait, au niveau budget. Si j'ai fait un Indien dans la ville, c'est parce que j'ai attendu 2 ans, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Paul Brilly, qui me dit, attention, après la crise, ça va être un gros succès, où tu vas tout, il était de Marseille, où tu vas tout accepter, et je t'aurais vu passer, où tu sais, tu fais des choix, et tu sais attendre, et tu resteras. Je l'ai écouté, j'ai attendu 2 ans pour lire cet Indien dans la ville, et puis travailler dessus, et puis passer un moment exceptionnel, et puis après Pédale douce, on peut pas dire que je me sois ennuyé, et puis le cousin tourné avec monsieur Alain Corneau, Alain Chabat, toutes les nuits, sur 13 semaines de tournage, 8 semaines de nuit. On est des enfants de la nuit, je dirais des enfants de la nuit, parce que on avait l'impression, c'est génial de faire du cinéma la nuit, vous avez l'impression de vous amuser pendant que tout le monde dort, et voilà, et je vous cite ces moments-là, mais Valérie Lemercier, cette exigence, cette rigueur dans un autre style, qui est le sien, bien personnel, justement, qui m'autorise à ne rien faire, et qui me pousse à ne rien faire, qui m'indique même qui je suis, et ce que j'ai
s'engager pour ne rien faire et que tout vous voyez ce que je veux dire quand je dis rien faire, c'est-à-dire ne pas avoir à jouer, à vivre, à être, tout simplement entrer dans cette situation. Et on est là encore des années après à chercher comment progresser, comment aller dans l'univers de l'autre, avec Arnaud Desplechin dernièrement, mais c'est aussi Jean-Claude Van Damme. Il faut pas que le côté chic, il y a ce côté humain qui est formidable, où je vais tourner en Ukraine, où il me reste des amis. Je vous dis, c'est un miracle. C'est un miracle. La Comédie des Champs-Élysées est un miracle. Ce qui se passe, voilà. Mais j'ai aussi des excellents souvenirs dans des insuccès, dans des bides et des moments où vraiment j'ai rencontré plus difficiles. aussi, ouais, mais où il y avait des gens fantastiques. Ça fait plus de 35 ans qu'on se fréquente, Patrick Timsit, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous avez vu le temps passer ? Non, ça c'est la catasse parce que là pas du tout, je ne le vois pas passer. Il a fallu que je me traite, personnellement seul, je soliloque, moi, j'ai besoin de personne pour Une qui parler. auto-analyse, on appelle ça, s'auto-analyser Voilà. Et puis se regarder de haut. Donc finalement, vous vous regardez un petit peu vivre aussi. Ouais, non, je décale ma caméra, c'est-à-dire qu'à un moment, quand elle est trop sur mon nombril, ce qui nous arrive tous, c'est ce qu'on a évidemment tous l'occasion de faire, mais c'est le premier combat à livrer, l'ego, et je me dis, mais bon sang, où tu vas passer 10 ans à te dire, les années passent, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans, en te disant, il y a encore 10 belles années. Au lieu de ça, si tu disais, mais il y a plus que 10 ans, faut les croquer, faut les bouffer encore plus, faut les vivre avec dignité, tout ça, je me rajoute immédiatement ça aussi. C'est pas n'importe comment quand on dit, j'ai horreur de ces phrases qui on n'est pas chez les bisounours, ou t'as raison, allez, faut vivre, pas n'importe comment, bien sûr. Mais en tout cas, vous avez envie de faire autre chose aujourd'hui, Patrick Timsit. Faire autre chose, continuer ce que je fais, puisque je fais toujours autre chose. Quand tout d'un coup je vais arrêter le one man show, mais j'ai déjà arrêté le one man show. Oui, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, moi j'y crois vraiment. Il se prolonge, qu'il se prolonge. Nous sommes d'accord. Voilà, mais qu'il se prolonge, oui, mais il n'y en aura pas d'autres. Mais j'ai toujours fait ça dès que je m'ennuyais du théâtre, je faisais du cinéma. Et puis j'ai cette chance qu'au cinéma, ça peut être un drame, ça peut être une comédie. Le one man show après me permet aussi de me retrouver seul. C'est une tribune qui va me manquer, ça c'est sûr. La tribune va me manquer. De pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire des choses, mais vous allez le faire peut-être autrement. Et ça, on va en parler dans un instant, puisque je vais vous demander qu'est-ce qui va se passer après, bien évidemment. On a envie de le savoir. Patrick Timsit, vous avez annoncé ce départ, c'était le 4 juin 2019, mettre un terme à votre carrière de one man show, vous venez de le dire. Depuis cette tournée d'adieu, c'est sûr, un spectacle d'adieu. On va écouter un petit extrait quand même. Mais ça les fait pas rire, mes fils. Ils sont lourds, mes fils. Allez, adieu. Peut-être. Merci, c'est sûr. Et on va en parler dans un instant, le teasing est fait, vous restez avec nous, on continue cette émission avec Patrick Timsit, adieu c'est sûr, à la Comédie des Champs-Élysées. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent également pour découvrir vos goûts culturels. Patrick Timsit qui en disent bien long sur vous. Et puis vous pouvez questionner notre invité au 01 53 75 26 26, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h33 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Patrick Timsit, venu nous parler de son spectacle intitulé Adieu peut-être à la Comédie des Champs-Élysées. Un spectacle... Alors c'est Adieu c'est sûr, la comédie. Adieu c'est sûr, comme moi, je m'y suis pas fait. Je ne me suis pas fait. Adieu c'est sûr, merci peut-être. C'était ça au départ. Non, c'était Adieu peut-être, merci c'est sûr. Mais vous faites déjà le sketch de Jamel qui fait sur le petit film, vous savez, d'avant. C'est exactement où ça. Les gens s'embrouillent et c'est très bien.
c'est très bien. On C'est ne sait ça. plus. Alors, Moi-même, je ne sais plus. alors, c'est rassurez-vous. adieu, quoi. C'est adieu, c'est sûr. Mais c'est Allez. qu'un titre. Hein. Adieu, c'est sûr. Un spectacle qui a évolué et qui continue, je crois, d'évoluer un petit peu, Patrick Timsit. On a toujours envie de rajouter cette petite virgule avant, après. Oui, alors moi, de toute façon, en plus, il a évolué. Je crois que vous m'avez dit que vous l'aviez vu jeudi. Entre jeudi et samedi, il a déjà évolué. Mais là, c'est pour des questions de rythme. Je voulais absolument, j'écoute les deux, trois bouches qui ont eu des oreilles et des yeux pour moi dans la salle. Et hop, on a resserré un peu le début. Je faisais une sortie que je fais plus. Ça me laisse plus de temps. Et j'avais intégré un petit rappel au milieu du final. Mais enfin, ça, tout le monde s'en fout. Allez. Tout le monde s'en fout parce Bref, que je vais vous dire, le spectacle était vraiment très bien. Je vais vous dire, il n'y a que vous qui le sentez, ça. On était très, très nombreux. C'est vraiment, c'est rien, c'est du rien, personne ne peut le savoir. C'est du détail, justement. Alors, Patrick Timsit, vous parlez dans votre spectacle des 10 bonnes raisons qui vous ont donné envie de quitter la scène. Vous parlez des points de retraite qui sont OK. Vous dites, bon, peut-être que je suis trop vieux. Vous avez peur du trou de mémoire. Vous parlez du spectacle de trop, mais aussi ce politiquement correct. Alors, dites-nous. Oui, non, le politiquement correct, justement, je le prends en complet décalage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que je veux arrêter parce qu'il y a du politiquement correct. Mais quand on me dit, est-ce que vous faites attention maintenant? Mais j'ai toujours fait attention. Faire attention quand on fasse de l'humour ou quand on prend la parole en public, c'est le minimum des choses. Donc, c'est pas le politiquement correct qui fait qu'il faut qu'il fasse. Donc, au contraire, je m'occuperai plus de ceux qui s'abritent derrière le politiquement correct pour dire on ne peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus être raciste, sexiste et pas drôle, on peut même plus être homophobe, c'est quand même un comble. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est de se dire arrête, non gars là t'es raciste, t'es juste, c'est pas que c'est pas drôle, c'est pas que les gens veulent plus rire de ça, c'est que c'est juste pas drôle, quoi. Voilà. Alors, je suis pas un censeur, je suis pas un juge, mais je le dis. Ça fait partie. De toute façon, les 10 raisons sont des vraies bonnes raisons. Mais vous n'avez pas trouvé de 11e. Non, parce que c'est l'envie de continuer, évidemment, la 11e. Et celle-là, non, elle fera pas partie du spectacle puisque c'est un spectacle sur les adieux. Quel thème, les adieux. Et puis là, vous voulez que je vous dise, Patrick Timsit, c'est un thème où vous pourriez même faire plusieurs spectacles, des spectacles à l'infini, parce que ça, en soi, c'est même drôle. Oui. Oui, parce que d'abord, je pourrais refaire... à la fin de la première représentation, j'avais déjà... je me disais, peut-être que je le ferai pour une plateforme, alors, si je le fais plus sur scène. Mais les 10 bonnes raisons de revenir, ne serait-ce que... mais les adieux, ils sont d'autant plus émouvants. D'abord, j'espère que c'est pas pathos, et ça ne se veut pas pathos, puisque vraiment, je finis par engueuler mon public. Mais ça ne l'est pas, Patrick Timsit, parce que vos vannes sont quand même là. Vous vous dites, les Juifs ne sont pas radins, ils sont éco-responsables, très sélectif. On a inventé le tri, jaune pour pas se tromper. Voilà, il y a quand même un côté piquant, mais je vais vous dire, ça fait sourire et en même temps c'est décomplexé et je crois qu'on a envie de ça. Vous parlez de politiquement correct, un juif qui vient dans la salle et qui entend ça ne se sent pas spécialement heurté comme ça a été beaucoup le cas pour beaucoup de choses. C'est le devoir de mémoire. Évidemment, bon, devoir de mémoire, évidemment, mais ce côté très décomplexé que finalement vous avez toujours eu. Vous dites là je vais me lâcher, mais vous avez toujours été lâché, même si le politiquement correct a toujours été là. C'est devenu une vanne en disant avant j'étais un petit peu timide dans mes spectacles, mais maintenant je sens que c'est le dernier, je peux me lâcher. Évidemment, c'est une vanne, mais c'est vrai que les Juifs, j'ai eu quand même des Ashkénazes qui s'étaient plaints. C'est drôle parce que je faisais la différence que je disais, il y a 2 marques de Juifs, il y a les Juifs séfarades et les Ashkénazes, et je leur disais, va chercher ton humour, t'as dû l'oublier à la maison, quoi, c'est pas possible. Patrick Timsit, vous en avez marre qu'on dise que vous êtes méchant. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens pensent que vous êtes méchant ou que c'est une posture? Non, je pense qu'on l'a dit, je pense que ça a été cité, même parfois dans des bonnes critiques, qui me faisaient plus de peine que de mauvaises, parfois. Et j'ai plutôt bonne presse, on touche du bois, mais c'est vrai que le côté, quand on dit, ce que j'adore, c'est qu'il est méchant, moi, ce que j'adore pas, c'est qu'on me dise que je suis méchant. Patrick Timsit, je vais vous dire très sincèrement, puisque je suis un peu très honnête, même dans cette émission, avant de venir vous voir sur scène, moi aussi, je pouvais penser que vous étiez méchant, mais je pense que ce n'est que l'acabit des gens qui ne sont pas
pas venus vous voir qui pensent cela, parce que vous êtes touchant, vous êtes bouleversant, vous êtes en même temps piquant, et c'est ce qu'on a envie de voir quand on vient voir un artiste sur scène faire un one-man show. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là qui pensent bêtement que vous êtes méchant, puisque finalement le public aussi peut être méchant? Alors je vais pas faire le travail de mon public. Moi je travaille, on pourrait dire que ah tiens c'est bizarre, ah oui c'est une sorte de facilité. Il travaille pour les gens qui m'aiment. Moi je pense aux gens qui m'aiment. Je pense pas aux gens qui m'aiment pas. Ce sont les gens qui m'aiment qui doivent faire ce travail et dire aux gens qui m'aiment pas, va le voir ou rends-toi compte de ceci, ou qui s'engueulent avec. Mais je ne veux pas faire de concessions là-dessus. Je vais pas vouloir les séduire, vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et puis voilà quoi. Comme je vous disais, quand j'arrivais à dire quand même que nous les séfarades, même Hitler il nous aurait adorés parce qu'on est sympathique. Si un Ashkénaze le prend mal, je ne peux rien pour lui. Je lui dis on aurait su lui parler, on lui aurait dit Adolphe, calme-toi, fais des siestes, t'es toujours en colère. Tu vois. Mon premier spectacle, c'était pareil, il y avait un immense malaise, surtout le début où je disais ils sont partout, dans les médias, c'est eux qui ont les médias, dans le cinéma tu peux rien faire, les fringues c'est eux, ils sont partout les catholiques. Et je disais des catholiques, il y a plus de catholiques que de pratiquants, enfin il y a plus d'églises que de pratiquants, leurs femmes sont voilées de fois la messe qu'elles portent sur la tête, ils parlent de leur génocide par les lions dans les arènes, enfin j'irai pas jusqu'à dire que les lions n'ont jamais existé, c'est mon ton, c'est ma façon de défendre, de me dire j'en ai marre d'entendre ils sont partout. Alors voilà comment je m'exprime. Si en plus faut exprimer, il faut expliquer sa façon de s'exprimer, c'est ou que je me suis mal exprimé ou que c'est pas la bonne personne. Quand je vous parlais de Rézère tout à l'heure, c'est ce que je me disais, il y a suffisamment de gens qui l'aiment. Il en a assez pour vivre, il en a assez pour être reconnu par des gens dont je fais partie et qui le permettent de s'exprimer. Et ben voilà, ça me va bien, ça me suffit. C'est un teasing qui est très bien fait, puisqu'on va parler de cette personne dans un instant avec Jérôme Goulon. Mais l'occasion de vous demander, avant de clôturer cette partie d'interview ensemble, Patrick Timsit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ah bah ça, c'est l'instant T, c'est la maturité. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est continuer de vous écouter, de prendre plaisir à être ici, et ça me va bien. Je ne sais même pas ce que je vais faire cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Non mais c'est vrai, je suis une plaie à vivre. Hein. Patrick Timsit, c'est faux. Il y a deux choses que vous avez évoquées. Vous m'avez fait un petit teasing tout à l'heure sur le livre de ma mère, et je crois savoir en parallèle qu'il y a une petite association qui est faite avec Pascal Elbé. Ah oui, est-ce que j'ai tort ? Oui, mais ça serait pas pour le livre de ma mère. Non, il y a deux choses. Oui. Alors le livre de ma mère, oui. Pourquoi pas ? On est, vous savez, on est comme ça. Moi, je m'autorise toujours à rêver. Donc, pourquoi pas en faire un film ? Pourquoi pas le reprendre cet été dans des festivals d'été ? Je regardais, j'étais jaloux de certains confrères qui jouent dans des endroits magiques. Et puis ce texte. Vous avez démarré au Festival d'Avignon. Vous avez envie d'y retourner. Potentiellement dans les festivals. Bien sûr. Et avec Pascal Elbé, c'est qu'on ferait volontiers une petite structure avec Patrick Holzman aussi, qui a eu cette idée, qui nous rassemble, parce qu'on avait passé un moment ensemble sur des comédies romantiques pour Quinca. Alors Quinca, je suis gentil avec moi, vous voyez, Quinca et plus, on va dire. Vous savez, comme ces films As Good As He Gets, avec Jack Nicholson, des gens comme ça qui font que tout d'un coup le train passe une seconde fois, quoi, cette vie qui continue avec ses chagrins d'amour et tout ça. Vous nous parlez de chagrins d'amour, vous nous parlez de ce genre de choses, et bien on va en parler dans un instant, puisque dans cette partie d'émission on découvre toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, Patrick Timsit, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre voir une situation délicate avec Max Boublil et Gérard Darmon, que nous aurons le plaisir de recevoir mercredi prochain pour cette pièce au théâtre Édouard VII. Dites-nous tout, cher Christophe. Cher Cyrielle, votre invité a le juste goût en choisissant l'un des plus beaux succès de la saison, une situation délicate, passer du théâtre des nouveautés au théâtre Édouard VII. Deux grands théâtres, mais une promotion en termes de quartier et de prix de l'immobilier. Gérard Darmon, Clotilde Courreau, Élodie Navarre, Max Boublil, distribution de rêve.
Darmon est l'acteur populaire par excellence, qui sait jouer simple et fort, avec lequel on aimerait passer d'ailleurs un dimanche autour d'un barbecue, n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Vous le savez, Cyrielle, puisque vous allez le recevoir bientôt. Par ailleurs, Darmon s'est parlé avec franchise et conviction. Il a rivé son clou à la télévision à Edoui Plenel en février dernier. Cet homme est une espèce de père fouettard de la politique, des rapports humains. Et en cet automne, il a remis les pendules à l'heure à propos de feu Jean-Luc Godard, qui avait évoqué les Juifs se laissant conduire comme des moutons et exterminés dans les chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l'État d'Israël. Pas question pour Darmon de rendre hommage à cet individu. Darmon, c'est l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, sur scène comme à la ville. Clotilde Courreau est, elle, à la fois une princesse people et une actrice que le cinéma a rendue proche des gens. Max Boublil, c'est l'humoriste du one-man absolu avec chant, jeu et humour. Enfin, Élodie Navarre, pour moi, c'est l'une des meilleures comédiennes de sa génération. On se souvient d'elle dans Sunderland, dans Chien avec Alice Taglioni ou encore dans une comédie romantique avec Stéphane Fraisse. Élodie, je l'adore. Vous aussi, Patrick, j'en suis sûr. Et puis derrière l'affiche d'une situation délicate, il y a Gérald Sibleras qui signe l'adaptation de cette pièce anglaise écrite par Alan Ayckbourn, un homme qui a aujourd'hui 82 ans, qui a été anobli par la reine Elisabeth et qui a été traduit dans 35 langues. Ayckbourn, on dit que c'est l'auteur le plus joué après Shakespeare en langue anglaise. Et puis enfin, la pièce est mise en scène par Ladislas Chola, un gage de qualité made in France depuis bien des années maintenant. Alors l'histoire, c'est le plus important. Julie a décidé d'épouser Nicolas et doit donc rompre avec Philippe, un homme marié qui a 20 ans de plus qu'elle, mais dont elle est la maîtresse depuis longtemps. Et oui, ça crée des liens. Eh bien, elle va annoncer la mauvaise nouvelle à Philippe dans sa maison de campagne. Mais Nicolas devance sa fiancée. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'en fait, elle va voir ses parents. C'est ce qu'elle lui a dit. Vous imaginez les quiproquos, la confusion, c'est tout l'art du vaudeville, mais du vaudeville qui devient aussi comédie grinçante, comédie sur notre époque. J'entends d'ici le rire de Patrick Timsit. Vous savez, Cyrielle, ce rire qui ressemble à celui d'un écureuil sous extasie. Ce rire qui a entraîné tous les Français dans le fou rire avec la crise de Colin Serrault. C'était en 1992, il y a pile 30 ans. Et en 2022, que vivons-nous ? La crise. Allez, monsieur Timsit, riez de la crise et faites-nous encore beaucoup rire. Merci beaucoup, Christophe Barbier. C'est joliment raconté, bien évidemment. Ouais, très bien. Formidable. Merci beaucoup. Oui. Une petite réaction, Patrick Timsit, sur cette chronique. J'ai choisi cette pièce parce que c'est un moment de légèreté avec et beaucoup de fond aussi, puisque des sujets importants. Ben oui, des sujets importants de couple, de différences d'âge, de choses comme ça qui vous arrivent, de choix à faire ou qu'on n'a pas le courage de faire et de choses à régler. Et enfin, moi j'ai passé un merveilleux moment. Et oui, c'est toujours un régal de voir. Je vais tous ces acteurs, et je connais bien Gérard Darmon, Max aussi pour avoir joué avec lui, Clotilde, on s'est croisés lors d'une série, enfin voilà, et donc tout acteur, actrice, ils sont tous, c'est un régal, quoi. Et puis Gérald Sibleras, c'est vrai que à l'adaptation, il a toujours été d'une finesse, d'une rigueur, c'est quelqu'un que je suis de près. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en parler encore de cette adaptation, justement, avec notre invité Gérard Darmon la semaine prochaine, mercredi prochain, justement. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Et tout de suite, si vous le voulez bien, Patrick Timsit, c'est la chronique Émotion avec Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Patrick. C'est le moment de la chronique Émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. Alors une fois n'est pas coutume, dans cette chronique, on va commencer par un dessinateur de presse qui vous a inspiré et dans lequel vous vous reconnaissez totalement. Il s'agit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de Jean-Marc Rézère, dit Rézère, à ne pas confondre avec le tueur en série. Un dessinateur à l'humour dévastateur et grinçant. C'était l'un des plus célèbres de sa génération. Il avait notamment travaillé pour Charlie Hebdo et cofondé Harakiri. En 1983, il a été malheureusement foudroyé à 42 ans par un cancer des os. Et quelques mois avant sa mort, il avait donné une interview à Antenne 2, l'ancêtre de France 2. On écoute un extrait et on en parle juste après. J'essaie de faire rire avec tout ce qui peut se passer. Moi, je suis né sur cette planète au départ, je ne sais pas de comment je viens, j'arrive. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'un jour je vais vieillir et qu'un jour je vais mourir. Et tout le reste, c'est du décor. Essayons de vivre le mieux possible et sans forcément dégringoler. On peut vivre très bien et surtout à notre époque, on a tout ce qu'il nous faut. À la fois, on n'a jamais été si près de la catastrophe et on n'a jamais été si près du bonheur.
Alors je le disais en Magnifique. préambule, Reiser, un dessinateur qui vous a inspiré, vous déclarez à son sujet que c'est lui qui vous a donné le plus envie de devenir humoriste. Et vous dites d'ailleurs, derrière son dessin qu'on trouve aussi simple et aussi cru, il y a une violence dénonciatrice et surtout aussi une énorme émotion. Reiser savait parler avec profondeur des gens ordinaires et de leur vie de tous les jours. Preuve de cette profondeur, vous le disiez tout à l'heure, il a été un véritable précurseur, puisque dès les années 1970, il parlait déjà de l'écologie, des panneaux solaires et du comportement vis-à-vis des femmes, des thèmes récurrents aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas du tout dans les années 1970. Reiser, un dessinateur à l'humour féroce, mais qui cachait en réalité une vraie tendresse pour les gens et une vraie sensibilité au désespoir de la relation humaine. Ce n'est pas sans rappeler un certain Patrick Timsit. Vous êtes en effet réputé pour votre humour noir, votre ton corrosif et votre capacité à vous moquer de tout et de tout le monde, mais non sans cultiver une certaine tendresse pour vos victimes, entre guillemets. On comprend que Reiser vous ait inspiré. Reiser disparu prématurément donc à 42 ans, mais qui aura pratiqué son humour jusqu'au bout, puisqu'il avait demandé juste avant de mourir que des femmes viennent à son enterrement en porte-jartel et sans culotte et qu'elles enjambent sa tombe. Ah oui. Alors, on ne sait pas si ça s'est produit, mais en tout cas, c'est un joli souhait. En tout cas, Dieu seul le sait, et lui. Exactement. Voilà. Vous avez évoqué un mot, Jérôme Goulon, tendresse. On va parler maintenant musique avec l'une de vos chansons préférées, Patrick Timsit. Oui, alors, c'est un petit peu un ovni qu'on va écouter. Juste pour illustrer, Oui, si vous permettez. bien sûr. Mais c'est vrai que quand je parlais de Gros Dégueulasse, c'est extraordinaire. Vous me parlez à la fin de la BD, une des dernières planches, avant la dernière qui est cruelle, mais l'avant-dernière planche, c'est Gros Dégueulasse qui mange une boîte de cassoulet et qui observe cette boîte de cassoulet en disant mais finalement je mange du cassoulet tous les jours parce que le cassoulet c'est une société en micro-réduction. Il y a la saucisse et il y a les haricots. Moi qu'est-ce que je suis un haricot. Demain je mangerai que des haricots, une boîte de haricots. Et le lendemain on le voit qui remange sa boîte de cassoulet en disant j'ai pas pu résister parce que il dit il manque la saucisse, tout le monde se plaint, mais il manquerait un haricot, tout le monde s'en fout. Je suis un haricot, si Dieu existait, ça le ferait bien marrer. Et il se tranche les veines avec le couvercle. Et il savait qu'il était condamné avec le couvercle de cette boîte de haricots. Alors on change totalement de registre avec l'une de vos chansons préférées, qui s'appelle « Je veux de la tendresse ». Et à ce sujet, j'ai une petite devinette. Alors Patrick, ne répondez pas puisque vous connaissez la réponse, mais je me demande si nos auditeurs et si vous, Cyrielle, vous pourriez reconnaître l'auteur de cette chanson. Ouais. Beaucoup de beaux jours et plus divers, s'abstenir si pas gentillesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse, je veux de ce ciel bleu, toujours, toujours. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est bien Elton John qu'on entend interpréter ce titre en français. Ouais. Alors Je veux de la tendresse, une chanson de Yannick Prévost sortie en 1980 et reprise dans la foulée par Elton John, une chanson que vous adorez, Patrick ça met la Timsit. patate. Une chanson. Vous avez envie. Bien sûr, on a envie de danser, on a envie de sourire. De la tendresse, ça fait du bien. Et puis j'ai envie de dire, Je veux de la tendresse, une chanson qui vous colle à la peau et qui n'est pas sans rappeler votre parcours, puisque vous dites d'ailleurs de vous-même, mon style d'humour c'est méchant, mais ma nature c'est gentil. Bref, Patrick Timsit, un homme finalement en quête de tendresse comme vous, à l'image de cette chanson. Et puis comme le disaient des proches, le tendre penchant peut se manifester à tout moment et en tout lieu. Oui. Après la chanson, on va passer à la télévision. On va passer à la télévision. C'est pas terminé, Patrick Timsit, puisque maintenant on va s'intéresser à ce que vous regardez en ce moment. Oui, il y a un documentaire que vous conseillez en ce moment, Patrick Timsit. Il s'agit de Physio, qui vient de sortir et est disponible sur la plateforme France TV /. Un documentaire réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien, Patrick, puisqu'il s'agit de votre fils, Lazare Timsit. Pour nos auditeurs regardant l'émission sur le Facebook Live, on peut voir une photo du jeune Lazare, qui dès tout petit déjà se mettait derrière une caméra. Alors d'ailleurs, à ce sujet... Parce que j'y avais posé, il n'était pas grand. Là. Il est tout petit, il quel va âge peut-être il a m'en vouloir d'avoir dit ça, d'avoir cité, vous savez, les enfants quand on dit... Il n'a pas besoin de moi, ça fait un buzz énorme en ce moment sur les réseaux. Non, c'est vrai, en tout cas, il a quand même déclaré que c'est vous qui lui aviez donné le goût de la réalisation. Alors pour en revenir au documentaire Physio, il s'intéresse donc au monde des
physionomistes des boîtes de nuit dont votre fils est allé à la rencontre. Alors certaines mauvaises langues diront que quand on est le fils de Patrick Timsit, on rentre en boîte facilement. Eh bien pas du tout, puisque votre fils Lazare explique en effet que dès 17 ans, il adorait faire la fête, mais qu'il était aussi souvent le gars de la bande qui se faisait recaler. Il ne faisait en effet aucun effort vestimentaire, ça a bien changé depuis. Votre fils est devenu un habitué des boîtes de nuit et des soirées qu'il considère comme essentielles et auquel il se rendait même pendant le confinement. Ça lui a d'ailleurs valu un surnom pas très gentil de votre part, puisque vous l'avez appelé 3e confinement. Comment vous le savez, Jérôme Goulon? Oui, là, c'est vraiment très intime. C'est très intime. Parce que ça, c'était, je le charriais là-dessus. Oui, de dire, c'est incroyable comment il s'en sort bien. Quoi. Alors, j'ai toujours une inquiétude, moi, qui me disait que mon père était inquiet pour moi, et moi, je le suis pour mon fils. Mais quand on me dit en ce moment, voilà, ça me faisait marrer de faire ça, de dire oui, il y a physio en ce moment à regarder. C'est incroyable, c'est le même bordel. Ils lui ont retiré. À un moment, la bande-annonce a dû être retirée des réseaux sociaux parce que les gens s'insultaient. Ben oui, les gens, ils se rendaient pas compte à quel point aussi les physios, on ne les aimait pas. Mais dans son docu, c'est là où on voit, c'est tellement humain. C'est vraiment un film qui raconte une profession. Et les physionomistes eux-mêmes sont très heureux. Et ceux qui le regardent adorent. Vous voyez tous les commentaires sur le net, c'est incroyable. Et en même temps, agressent les physios. Et c'est disponible sur la plateforme France TV /, si je dis pas de bêtises. Absolument. Ça s'appelle donc Physio de Lazare Timsit. Et puis on va terminer avec de la littérature très court et un livre qui vous a touché, Patrick Timsit. Oui, alors le temps nous presse, donc je vais être très bref, puisque vous nous conseillez un livre, c'est Kaiser Karl, une biographie de Karl Lagerfeld, écrite par Raphaël Baquet et publiée en 2019, quelques mois après la disparition du célèbre couturier. Un couturier qui aura laissé une trace dans l'histoire. Et d'ailleurs, je vais terminer par une citation de vous, Patrick Timsit, puisque vous disiez quand on dit adieu, c'est pour qu'on vous regrette, sinon ça ne sert à rien. Alors vous qui dites adieu, en tout cas pour le stand-up, si vraiment c'est votre dernière tournée, pour sûr, on vous regrettera. C'est adorable, c'est formidable. Oui, j'étais en train de dire ça. Je le trouve, c'est facile à lire. Moi, j'adore les destins. Voilà, que ce soit même le film sur Simone Veil en ce moment, je dirais, allons le voir. Oui, il y a des performances de comédiennes extraordinaires. Avec Elsa Zilberstein. Mais quelle vie, quel destin aussi, cette Simone Veil, quoi, quelle guerrière, quelle représentante des femmes. Voilà, et c'est toujours un hommage. Avec Elsa Zilberstein et Rebecca Marder. Riyad Satouf aussi, l'arabe du futur. En ce moment, je regarde, je lis, je relis parce qu'on m'a offert le tome 5 et j'avais pas lu le tome 3 ni 4, donc je me refais tout. Redites-moi le nom de ce livre, Patrick Timsit. L'arabe du futur, c'est Riyad Satouf, c'est une BD et c'est vraiment sur tout le Moyen-Orient justement, et comment encore mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens qui sont ou loin de chez eux ou loin de leurs origines. On va poursuivre tout de suite, si vous le voulez bien, avec le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous mijote sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Nina Azoulay. Bonjour Patrick. Bonjour Nina. Alors de base, je voulais vous servir du poulet curry parce qu'il y a un très bon indien dans ma ville, à Neuilly, là. Mais bon, j'imagine qu'on a dû vous en servir je ne sais combien de fois. Donc je vais partir sur une valeur plus sûre qui est le couscous. C'est votre plat préféré. C'est notre plat préféré à tous, j'ai cherché pourtant et j'ai pas été original. Non mais on peut pas. Tous les invités aiment le couscous, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, en même temps, bon, comment on peut détrôner un tel plat? Bon, en plus je me suis dit, je vous sers du couscous comme ça, vous gardez l'inspiration. Nous on veut pas que ce soit le dernier spectacle. C'est adorable. Non mais c'est vrai. En plus vous allez faire. Vous ne ressemble jamais à un autre couscous. Oui, donc, on en a débattu tellement longtemps. Et alors vous allez faire quoi? Donc rouvrir une agence immobilière après? Non, pas du tout. Non, pas on du se tout. relancera pas là-dedans. Parce que moi j'ai voulu vous suivre dans le schéma. Vous avez dit que quand vous faisiez du théâtre, vous aimez faire du cinéma. Quand vous faisiez du cinéma, vous aimez faire du théâtre. Quand vous avez fait de l'immobilier, vous voulez faire du one man. Donc je me dis quand vous faites du one man, on retourne aux sources. Sur l'immobilier. La boucle est bouclée, je vais quoi. partir au cinéma, je pense, et au théâtre. Ok, super. En tout cas, moi, je vais vous dire, je trouve ça courageux de votre part de dire que c'est le dernier spectacle. En tout cas, c'est beau, je me dis, d'avoir une carrière assez forte, assez remplie,
pour vous-même, de vous-même dire c'est le dernier spectacle. Moi, je vais déjà essayer de faire le premier. Voilà, c'est surtout ça. Vous le faites très bien, en tout cas. Et alors, dans le spectacle, comme l'a dit Cyrielle, vous donnez les 10 raisons pour lesquelles vous arrêtez la scène. Et une des raisons principales, en fait, vous prenez le contre-pied, on l'a dit tout à l'heure, le politiquement correct. Moi, j'ai pas compris pourquoi les gens avaient été choqués de votre vanne sur Mimi Mati. Vraiment, non mais c'est vrai, ça m'a pas du tout choqué. Moi par exemple, je fais 1m57, je frôle le nanisme, je ne l'ai absolument pas mal pris cette histoire. Et historiquement, le nain est le bouffon du roi. Ce qui a fait naître un cliché aujourd'hui, c'est que le nain doit amuser la galerie et faire le clown, comme si les gens petits aimaient faire rire. Donc c'est pas comme si je faisais la chronique humour de l'émission. Et puis quand on vous entend, il n'y a pas besoin de les défendre, ils se défendent très bien. C'est vrai. Et on peut les charrier comme on charrie n'importe qui. Et d'ailleurs, C'est Patrick exactement Timsit, ce on le droit-là. voit, mais on le voit sur scène parce que quand on vient vous voir, on voit cette petite bande-annonce que vous mettez où on voit justement, je crois que c'est Passe-Partout, si je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est pas Passe-Partout. Je dis pas de bêtises, je regarde pas. Enfin, moi, non. Ouais, mais on les confond toujours. C'est pas vrai. C'est pour ça que je me balade avec. Comme ça, on va croire que je suis avec une célébrité. Ils ont tous la même taille. Ouais, on les reconnaît pas, c'est dingue. Ah bah, vous voyez, Cyril, vous savez ça quoi c'est de la méchanceté. Et dans mon spectacle, Je suis c'est de l'humour. fautive, je suis Ah bah, fautive. Vous pouvez, Oh mon Dieu, vous savez quoi, je vais respirer. Honte pour vous. J'ai honte pour moi. Vous savez quoi, on va respirer Vous 5 savez que j'avais secondes. un ami, j'ai un ami d'ailleurs qui s'appelle David Bonnet, qui est journaliste. Il était à la Provence, je crois, et puis il faisait des bons papiers, j'ai demandé, et c'était le portrait, mais le sosie de Petrucciani. Ah. Et tout le monde disait, mais à quel point Ah oui, waouh, c'est ça. vous êtes Michel. Et on riait parce que je vannais Michel Petrucciani, avec qui j'étais très très ami avec, ou en tout cas très pote avec l'original, je dirais, que j'allais voir en L'original, concert, mon Dieu. où son entourage me regardait un petit peu de travers justement, et ça se passait extrêmement bien, quoi. Voilà. Patrick Timsit, j'arrive pas à passer à la suite après cette bourde à l'antenne. Cyrielle Sarah-Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. On va revenir dans Pardon, un en tout instant cas, avec Nina, la suite. ça On revient avec allez, la suite de la chronique Génial. de Nina Azoulay, notre séquence tac au tac. Merci, Et Nina. puis le coup de cœur du jour, notre expert du jour. Enfin bref, reste avec Il nous ressemble sur à Radio lui. J tout de suite. C'est le journal de l'info. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. 16h07 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints. On s'est quitté juste un petit peu avant la pause et le journal et on voulait quand même s'excuser, je crois, Nina. Je pense qu'il faut toutes les deux qu'on s'excuse. On va là. s'excuser. On va s'excuser auprès des membres de la communauté du nanisme, de Passe-Partout également. Voilà, On va anticipe éviter le bad buzz, c'est Ouais, ça voilà. Bon, moi, personne me connaît, mais vous, Cyrielle, c'est bien. On peut s'excuser On auprès de toutes s'excuse les communautés. On sait Allez. plus qui on offense Non, mais aujourd'hui. franchement, il n'y a pas à s'excuser. Il n'y a eu aucune méchanceté de votre part. C'est juste rigolo. Mais voilà, moi, c'est ce que j'aime le plus au monde. En plus, les gaffes, vous voyez. C'est comme si je m'offusquais à chaque fois qu'on m'appelait Michel Boujna ou Philippe Timsit. C'est que ça, quoi. C'est pas plus grave que ça. Ça va récupérer. Voilà. On ira voir Passe-Partout. Je lui demandais On de ira lui faire un bisou. Et à votre ami aussi, surtout. C'est auprès de oui. lui que je dois m'excuser. Oui, mais alors lui, pas assez de monde le connaît. Moi, je lui ferai un bisou quand oui, même. avec Patrick plaisir. Timsit. Alors moi je voulais reprendre sur votre spectacle, JB. Patrick Timsit. Je trouve super l'idée d'expliquer les 10 raisons d'arrêter la scène. J'adore les listes en fait, je trouve que ça permet de tout clarifier. Il y a beaucoup d'articles avec ce genre de titres maintenant, surtout dans les médias féminins, vous savez, ils font des titres du genre 10 raisons d'arrêter la relation ou 10 raisons d'arrêter de le harceler. Bon, ça va. Bon, Une fois, j'étais en crush sur un mec. Bon, t'as compris, dans ces cas-là, le seul espoir, c'est d'aller voir des cas encore plus désespérés que les tiens. Donc, je suis allée sur des forums et j'ai vu un article 5 signes que vous lui plaisez. Donc, j'ai regardé, j'ai dit peut-être ça va le faire. Alors, petit 1, c'était il vous envoie des messages. Non. Petit 2, il vous regarde avec attention. Peut-on dire que le mépris est une forme d'attention ? Ça passe, merci. Donc, petit 2 coché. Petit 3, il vous a follow sur Insta. Je crois qu'en ce moment, je capte pas trop. Petit 4, il veut rencontrer vos amis. Oui, ça oui, il veut rencontrer mes amis. Ah, c'est pas mal. Amis qui sont des bombes atomiques, mais amis quand même. Et petit 5, il s'intéresse à vous, tout simplement. Non, tout simplement. Donc je me suis dit, vas-y, je vais peut-être lire les commentaires, peut-être ça peut aider. Hein, on va voir. Qu'est-ce que je lis en commentaire ? Si tu lis ce commentaire, c'est qu'il en a probablement rien à foutre de ta gueule. J'ai dit, vas-y, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire, Nina. Et en plus, ça va pas en s'arrangeant. Il y a de plus en plus de formes d'amour maintenant. Bon, alors on l'a évoqué. Vous lancez peut-être un label avec Pascal Elbé sur l'évolution des relations amoureuses. On peut aussi inclure peut-être tous les types d'amour maintenant. On a tous les médias qui en parlent pour faire évoluer les mentalités.
notamment dans les médias féminins. Encore là, j'en reparle. Peut-être que c'est ça qui vous inspire d'ailleurs. Vous regardez des médias féminins un petit peu ? Ah mais moi je lis la presse féminine. Les éclaireuses, on y a droit, on y a droit. Oui, bien sûr. Les éclaireuses, mais même Elle, je lis Elle, je prends le magazine Elle et je le lis. Et peut-être que vous suivez Fresh, ça a été cofondé par votre fille cachée, Élise Goldfarb, oui, non, qui est votre version femme. Non. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est troublant. Fresh, ah oui. Alors on va peut-être préciser qui est Élise Goldfarb. Parce que là, je suis largué. Élise Goldfarb, vous voyez la personne qui est votre sosie en femme. On vous montrera la photo. Elle a fait une photo. Ah non, mais sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes le sosie officiel d'Élise Goldfarb. Alors on va quand même redire qui est Élise Goldfarb. Elle a monté le Fresh justement. Elle est, on va dire, une influenceuse plus et notamment un podcast. Ouais, Coming Out avec Julia Layani. Donc ça reliait pas mal les différentes formes d'amour qu'on peut évoquer aujourd'hui. Alors j'espère qu'on pourra aussi voir des films peut-être sur l'homosexualité, sur la sexualité. Mais évidemment, bien sûr. Mais évidemment qu'il y a tous les... il y a tous les... Mais oui, tous les genres. On en parlait tout à l'heure où je vous disais que très jeune, j'étais habitué à ça et que c'était déjà dans notre pensée. Moi, je sais pas, moi ce qui me fascine le plus, c'est le... Il y a Baiser caché, qui a été un film incroyable. Ce film que je fais pour la télé... et avec d'autres partenaires formidables et qui est piraté, mais piraté positivement c'était sur le coming out chez les adolescents et il se le traduisait dans de nombreux pays pour se passer le message. Donc oui, bien sûr, c'est très important. Et alors moi, il y a juste pour terminer, ce qui me fascine le plus... Non, il n'y a pas de problème. Ce qui me fascine le plus, moi, c'est le polyamour. Parce que déjà, est-ce qu'on peut parler de la tannée pour trouver une personne ? Je ne sais pas comment ils font pour en trouver plusieurs, les mecs. Si c'est pas plus facile. Ah bon ? C'est un cercle vertueux, l'histoire. C'est-à-dire, on passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, oui, pourquoi pas, ça devient tendance. Même à plusieurs, ça devient tendance, on va dire ça. Et aussi les différences d'âge, on en avait parlé il y a 3 semaines avec Annie Dupéré-Cyril, vous vous rappelez ? C'est vrai, Annie Dupéré était sortie avec Chris Campion de 17 ans, son cadet, et maintenant je disais qu'il y avait de plus en plus de femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes. Donc on a par exemple Jennifer Lopez, Madonna, Brigitte Macron évidemment, à base de 25 ans de différence maintenant. Donc je finirai là-dessus, je relance un appel au cas où il n'avait pas été entendu. Moi, ça le me ferait premier. 86 ans si je me lance là dans 83. Plus, là, vraiment, alors est-ce que Cyril, je peux me permettre de relancer un appel ou pas ? C'est la classe. Allez, lancez votre appel, Nina. Alors si la mère de mon futur mari pouvait mettre le bébé en route maintenant, ça m'arrangerait parce que j'ai pas envie de me marier à 50 balais. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick. Nina Azoulay. Pour les amateurs de votre humour, on peut vous retrouver sur des plateaux des comédie clubs parisiens. Pour le savoir, rendez-vous sur votre compte Instagram nina.azoulay avec un i. En attendant, on vous retrouve également sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 16h13 sur Radio J, on va passer avec vous maintenant, si vous le voulez bien. Patrick Timsit a 10 questions-réponses, c'est ce qu'on appelle le tac au tac. C'est 10 questions et puis réponse en 2-3 mots, rapide, efficace. On peut tenter ça ? On peut tenter. Allez, on va tenter ensemble, c'est parti. La recette de l'amour, Patrick Timsit ? C'est qu'il n'y en a pas. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? C'est pas moi. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Je serais alors changer de peau. Je sais pas. Je sèche. Vous seriez peut-être de me vous. Contenter de moi, j'allais vous dire. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Patrick Timsit ? Que ce que je fais, c'est facile. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Je sais pas. Vous savez, comme c'est à base de moi et que je me regarde peu vivre, ce que j'ai fait de plus fou sans se vanter d'avoir fait quelque chose de plus fou, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait de plus fou ? J'ai déjà pris un avion pour une échographie, un Paris-New York qui est rentré dans la soirée. Voilà. Et ben ça, c'est une chose folle et une belle chose. La plus belle qualité humaine pour vous, Patrick Timsit ? C'est vraiment l'altruisme, c'est sans comparaison. Voilà, la bienveillance et l'altruisme. C'est la seule façon même de s'en sortir. Vos 3 grands plaisirs du moment ? T. Instant T.
Votre surnom? Mon surnom, j'ai horreur des surnoms. Je peux pas vous donner un surnom parce que à chaque fois qu'on me dit Tim ou qu'on me dit Timounet, ça c'est le pire. Timounet, il y a vraiment quelqu'un qui vous appelle comme ça? Non, alors non, pas longtemps, hein, je vous le garantis. Ah oui. Non, alors mon surnom, ça serait Patate. Patate. Ouais. Ok, c'est noté. Votre philosophie de vie, Patrick Timsit? Philosophie de vie, c'est dignité. Vivre avec dignité. Votre prochain rêve à accomplir? Être encore là demain. Et enfin, le dernier mot que vous aimeriez prononcer dans votre vie? Et c'est pas fini. Eh bien ça, c'est une jolie chose, puisque ce n'est pas fini justement. Notre émission continue avec tout de suite un coup de cœur musical sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, on découvre Clémence, l'occasion de questionner notre invité autour du titre de cet album que Clémence a repris, du titre de cette chanson de Gilbert Montagné qui s'appelle Les Sunlight des Tropiques. On découvre et on en parle avec elle en direct sur Radio J. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. À l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique. Oh, y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Oh, oh, oh. Vivre entre les vagues et le ciel, tu ne seras jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Prends-moi la main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un palmier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. La famille fa sol do, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. Oh, on a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique. Oh, y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser, viens danser, viens danser, viens danser. Clémence sur l'antenne de Radio J, c'est un plaisir de vous avoir en coup de cœur. Bonjour Clémence. Bonjour Cyrielle, merci beaucoup de me recevoir. Avec un grand plaisir, on est en train d'entendre cette reprise de Gilbert Montagné, Les Sunlight des Tropiques. On a beaucoup apprécié puisqu'on est assez nombreux en studio. Voilà, c'est une balade, c'est très agréable. Vous l'avez repris d'une manière différente que celle de Gilbert Montagné. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous ? À l'origine, elle représente une chanson que je connais sans même avoir eu besoin de l'écouter parce que je la connais par cœur à force de l'entendre partout dans les soirées, les mariages, les regroupements familiaux et tout ça. Et donc,
je sais pas, c'est comme une chanson qui faisait déjà un peu partie de moi. Et puis à un moment, là, c'était au début de l'année, je me suis testée à la faire au piano. J'avais besoin de jouer quelques chansons comme ça pour chanter devant des gens, etc., à un concert. Et je me suis dit, je vais reprendre ce titre que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Et je l'ai faite au piano et en écoutant juste les accords sans tout l'arrangement de la chanson d'origine, j'ai redécouvert avec une émotion différente et je sais pas, il y a eu un clic. Une nouvelle interprétation donc. Clémence, pour certains qui sont en studio, certains doivent se dire son visage, je le connais, mais je ne sais pas d'où. Alors, on vous a aperçu dans The Voice en 2015, certes, mais il faut dire que vous êtes connue, voire très connue, puisque vous avez démarré votre carrière très tôt, mais je vais vous laisser nous le dire. Vous avez une petite minute sur l'antenne de Radio J pour vous présenter, nous faire découvrir votre univers et puis vos aspirations. C'est quand vous voulez. La pression de la présentation en une minute. Alors, je vais parler très lentement. Alors, je m'appelle Clémence et j'ai commencé, en effet, à l'âge de 12 ans, ma carrière découverte par Johnny Hallyday. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et le plaisir de chanter à ses côtés. Donc, le titre s'appelle « On a tous besoin d'amour ». Et puis ensuite, il y a eu le concerto pour deux voix et puis quelques titres toute seule aussi. Voilà, ça c'est « On a tous besoin d'amour » avec Johnny. Puis ensuite, il y a eu Sans défense. Un seul mot d'amour aussi. Ouais, un seul mot c'est d'amour. Un single que j'ai acheté quand j'étais petite. Je m'en souviens. C'est vrai. Donc on va l'écouter dans un instant. On va l'enchaîner. Vous chantiez avec Philippe Davila, Nuno Rezende et Pino Santoro. Voilà, c'était un an après le single avec Johnny Hallyday. Exact. Et je crois que le single avec Johnny, c'était pour une comédie musicale ou une comédie, je ne sais plus. Oui. Il fait partie d'un album musical qui s'appelle Jeanne la romantique. Tout à fait. Exactement. Donc la progression de cette carrière. Et puis à un moment donné, vous avez envie d'arrêter. J'ai eu besoin de prendre du recul, pas d'arrêter. Jamais j'aurais pu arrêter la musique. Vous continuez en parallèle à chanter. Oui, bien sûr. Mais en fait, je suis partie à Londres aussi pour vivre et puis peut-être démarrer une carrière en anglais parce que j'ai toujours rêvé de chanter en anglais. Et donc je suis partie à Londres et j'ai continué là-bas à me produire dans des endroits. Mais j'ai pris un peu de temps pour moi, pour apprendre un peu aussi, à prendre confiance en moi et j'avais besoin de recul pour écrire et commencer des choses que j'avais jamais faites avant. Et aussi devenir femme, puisque vous étiez Exactement. très petite, Clémence, quand vous avez démarré. C'est pas évident de savoir ce qu'on a envie de dire à un moment donné, puisqu'il y a l'adolescence qui arrive, les envies de femme, de s'émanciper de plein de choses. Aujourd'hui, vous en êtes où? Et est-ce qu'on peut vous donner un petit coup de pouce? Je ne sais pas, parce que souvent on nous écoute, il y a des producteurs, il y a des auteurs. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous voulez qu'on vous propose des textes, de la musique? C'est vous qui nous dites. Avec plaisir, évidemment, je suis toujours preneuse. Moi, j'écris et je compose, principalement en anglais. Ok. Donc, mais le français est évidemment le bienvenu et les collaborations. Et même si c'est pour chanter des chansons qui ne sont pas du tout écrites ou composées par moi, si des gens ont des choses à m'envoyer, je prends avec plaisir. Parce que toute seule, évidemment, je ne vais pas faire... un album entier a besoin d'être nourri. Je pourrais, mais évidemment, j'ai besoin aussi de m'inspirer d'autres personnes et de travailler, de faire des collaborations et tout, et c'est encore mieux. Alors on a beaucoup d'artistes qui viennent nous voir et qui nous proposent déjà un single, c'est la mode en ce moment, un single, puis le trimestre après un autre single pour faire un EP. C'est une chose que vous pourriez éventuellement faire. Et puis je peux vous indiquer d'ores et déjà qu'il y a des auteurs qui ont envie d'écrire, donc voilà, peut-être faire une mise en relation et puis après on parlera en off d'une chose que j'ai envie de vous proposer aussi, parce que voilà, beaucoup de gens m'écrivent aussi. En tout cas, c'est un bonheur de vous découvrir et redécouvrir en tant que femme aujourd'hui, Clémence. Est-ce que vous avez bien mûri? Vous êtes toujours aussi belle en tout cas. Gentil, merci. Donc potentiellement bientôt des nouvelles de vous avec une chanson à vous cette fois. Tout à fait, il y en a une qui est prête et qui est prévue pour très très vite, donc j'ai très très hâte de vous la faire découvrir. Elle est en anglais et c'est une ballade, mais un peu plus dans un style beaucoup plus femme, c'est vrai, que ce que j'ai fait avant, et c'est moi qui ai écrit le texte et je l'aime beaucoup, voilà. Eh bien, vous reviendrez, c'est promis, c'est le rendez-vous, il est pris. Merci beaucoup, merci. Clémence, d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Radio J. Radio J. Le portrait
psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Patrick Timsit, on ne vous oublie pas, il y a la petite interlude, mais... Moi je suis sous le charme, moi je suis... Ah bah évidemment, ce coup de cœur hein. artistique... Oui, puis... oui, cette reprise, là, cette chanson de Gilbert Montagnier qui est bouleversante. Beaucoup de tendresse, puisque vous qui vous aimez la tendresse, Patrick Timsit, je crois qu'on va vous en donner encore un petit peu, puisque maintenant c'est Joseph Agostini qui a préparé votre portrait. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Joseph. Bonjour Patrick. Alors, j'ai choisi de commencer ce portrait par les mots d'Albert Cohen. Dans le livre de ma mère, il dit « L'homme veut son enfance, veut la ravoir, et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. » Et je dirais peut-être que le métier de comédien, c'est l'enfance à volonté après tout, les retrouvailles avec un temps qui ne cesse jamais, continuer ce que je fais puisque je fais toujours autre chose. Voilà l'une des phrases que vous avez prononcées durant cette heure et demie passée ensemble et qui me semble correspondre tout à fait à ce que vous avez su nous donner tout au long de ces 35 années. C'est l'histoire d'un comédien qui soliloque pour se donner du courage, qui ne voit pas le temps passer. Cet homme qui parle à sa mère à travers les mots d'Albert Cohen, qui a la nostalgie et la tendresse dont Cyrielle parlait, la nostalgie et la tendresse chevillées au cœur. L'altruisme, le temps présent, mais sans être un bisounours finalement. Je vous écoutais parler, je me disais que vous étiez une comédie romantique à vous tout seul, mais une comédie romantique à la sauce réserve, avec une irrévérence, une sorte de flamme incisive qui n'empêche pas la bienveillance, qui la légitime même, tant vous nous avez si joliment prouvé qu'accorder plus de temps, joli lapsus, aux gens qui nous aiment était finalement la seule chose qui nous reste à faire en ce bas monde, je me trompe? Non, pas du tout. Je dirais plus de mélancolie que de nostalgie. Je me retourne rarement sur moi et c'est vrai que cet hommage, quand on en parle encore du livre de ma mère et de ce que... Non, tout ce que vous venez de dire me résume assez bien. Merci. Alors, des miracles, c'est votre manière de voir la vie et de ne jamais cultiver le côté blasé de certains qui oublient de célébrer l'existence. Finalement, tout est miracle, du Bac D à la Comédie des Champs-Élysées. L'agent immobilier, percuté par l'antisémitisme des étudiants d'Assas, a décidé finalement de faire du théâtre, du cinéma. D'Arnaud Desplechin à l'Ukraine, vous êtes finalement jamais content de vous. Vous prenez un plaisir fou à écouter les autres. Après le one man, il y aura peut-être encore du cinéma, du théâtre. Il y aura encore cette envie de créer, d'inventer, de rire au-delà de la bouffonnerie. Un rire que je qualifierais de doux, un rire vrai, un rire Timsit. Alors pour cela, merci. Merci, oui. Et puis, pour retrouver aussi ce que vous disiez sur l'enfance, j'ai regardé une interview de Marcello Mastroianni qui disait, mais oui, mais on te dit toujours, mais quand est-ce que tu deviendras un homme? Et je m'y retrouvais vraiment de dire, mais quand est-ce que... Mais le jour où je deviens un homme, j'arrête ce que je fais, j'arrête ce métier, oui, j'aimerais, je rêverais d'avoir plus de maturité, mais cette insouciance, c'est peut-être celle aussi qui me fait monter sur scène. Donc c'est vraiment l'enfance à volonté, alors? Ouais, parce que d'abord, les enfants, quand ils jouent, ils sont à fond. Ils sont à fond, et que je trouve que le plus mauvais mot qui résumerait ce que je fais, c'est jouer. Je m'amuse, mais je suis dans la vérité. Je ne joue pas, j'essaie de ne pas jouer, en tout cas. Quand je joue, je suis à côté de la plaque. Et essayez d'être vrai, puisqu'on le ressent, on l'a ressenti dans toute cette émission. Merci beaucoup, Joseph Agostini, que l'on retrouve bien sûr tous les mercredis pour ce très joli portrait sur Radio J. C'est la fin de cette émission. Patrick Timsit, je rappelle votre spectacle Adieu, c'est sûr. Voilà, quand on est dans l'ouverture et c'est vraiment cette déclaration qui est faite. Les gens sont raccompagnés sur ce morceau en disant je t'aime et je t'aimerai malgré et après cette séparation, cet adieu. C'est ça qui est beau justement, et avant cette séparation, on vient vous voir à la Comédie des Champs-Élysées et peut-être à l'Olympia le 29 et 30 décembre si cette date est toujours d'actualité. Écoutez, j'ai remplacé justement toutes les dates, les quelques dates d'Olympia par ce long moment à la Comédie des Champs-Élysées, cette bonbonnière où je vais avoir plaisir. On est extrêmement bien à la Comédie des Champs-Élysées. Et d'ailleurs, j'embrasse l'ouvreur
qui était là et que j'embrasse vraiment parce que c'est une personne délicieuse. Je lui avais dit déjà, je l'avais sollicité et dit pour à Samuel Bambi, voilà, parce qu'il faisait aussi cette ouverture. Donc voilà, je l'embrasse très fort. Il comprendra. Merci beaucoup pour cet échange. Patrick Timsit, c'était un régal de vous avoir avec nous. Et puis mon petit mot de la fin à moi, très belle personne qui aime vivre dans l'instant T. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Clémence. Partagé. Avec bonheur. Merci à Clémence d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation aujourd'hui, Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter notre émission sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. On se donne rendez-vous demain à 15h avec Didier Barbelivien.